Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions L'Archipel présentent Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis de Bernard Vincent, lu par François Cottrell. Avant-propos. Abraham Lincoln est le plus célèbre et le plus célébré des présidents américains. À en croire l'un de ses récents biographes, Thomas J. DiLorenzo, plus de 16 000 ouvrages lui ont été consacrés, la plupart naturellement aux États-Unis. La Bibliothèque du Congrès en comptait déjà près de 2500 en 1914, avant d'atteindre 4000 titres en 1939. La gloire de Lincoln s'explique par la dimension morale du personnage, par l'ampleur de la guerre civile à laquelle il fut confronté et sut mettre fin, aussi bien que par la tragique injustice de son assassinat. Cette mort a achevé de transformer en destin la vie de ce self-made man, issu des couches les plus modestes de la société et parvenu à la fonction politique suprême. Elle a aussi endeuillé et structuré en profondeur la mémoire collective des Américains. Chaque année, l'anniversaire de sa naissance, 12 février, fait l'objet d'imposantes cérémonies dans diverses régions du pays, et notamment en Illinois, où il passa le plus clair de son existence. En 2009, pour le 200e anniversaire, les autorités nationales et locales avaient prévu des célébrations d'une ampleur exceptionnelle. Comme l'a souligné le grand biographe David H. Donald, aux États-Unis, le culte de Lincoln est presque une religion. À la mort de ce dernier, en 1865, George Washington était certes toujours admiré, chacun continuant de voir en lui ce père de la nation dont des artistes célèbres avaient su figer la belle dignité, sur la toile, Charles Willson Peale, ou dans la terre cuite, Jean-Antoine Houdon, mais nul désormais ne pouvait vraiment s'identifier à ce fondateur lointain et statufié, à cette image devenue irréelle. Dans le contexte traumatisant de la guerre de sécession, écrit David Donald, l'Amérique avait fortement besoin d'un héros. Autrement dit, d'une grande et nouvelle icône en qui se reconnaître. Ainsi peut s'expliquer, ajoute-t-il, citant Emerson, que Lincoln soit en si peu d'années devenu une figure mythologique. Là réside pour l'historien ou le biographe la principale difficulté, séparer les faits de la légende, distinguer l'homme réel du mythe, saluer la grandeur du personnage sans tomber dans la géographie, ou à l'inverse, comme se l'est permis DiLorenzo, dans le dénigrement systématique et passionnel. Lincoln n'a besoin ni d'un excès de révérence, ni d'être assassiné une seconde fois. Il a besoin d'un portrait ressemblant et aussi fidèle que possible. Tel est le but, peut-être utopique, que s'est fixé le présent ouvrage. Chapitre 1. L'expérience de la pauvreté. Lorsqu'il est élu à la Maison-Blanche le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln, qui ne succédera effectivement au président sortant James Buchanan que quelques mois plus tard, ne sait pas encore, même s'il a des raisons de le craindre, que la plupart des États sudistes vont profiter de cette période transitoire pour se séparer de l'Union fédérale. Le 4 mars 1861, jour officiel de sa prise de fonction, les sécessionnistes ont déjà créé leur propre confédération et se sont donné un président provisoire en la personne de Jefferson Davis. Dans son discours d'investiture, c'est principalement à eux qu'il s'adresse. Aux 7 États qui ont déjà fait sécession, Caroline du Sud, Mississippi, Floride, Alabama, Géorgie, Louisiane, Texas, et aux 4 qui s'apprêtent à en faire autant, Virginie, Arkansas, Tennessee, Caroline du Nord. Seuls 4 États esclavagistes resteront fidèles à l'Union, Missouri, Kentucky, Maryland, Delaware. Face à la tragédie qui se dessine, Lincoln se montre à la fois ferme et conciliant. Ferme car il a pour fonction principale de perpétuer l'Union, conciliant car il veut à tout prix éviter une confrontation armée.
Aux sudistes mécontents qui voient en lui le porte-parole et l'instrument des abolitionnistes, il redit ce qu'il a déjà exprimé dans plusieurs discours antérieurs. « Je n'ai pas le dessein de toucher, directement ou indirectement, à l'institution de l'esclavage dans les États où il existe. Je pense que la loi ne m'en donne pas le droit, et cela n'est point conforme à mon inclination. » Appliquant la Constitution fédérale telle qu'elle existe, Lincoln respectera donc le droit des États à gérer librement leurs affaires intérieures. Et ce n'est pas lui, si affrontement il doit y avoir, qui fera couler le sang en premier. C'est dans vos mains et non dans les miennes que repose la question capitale de la guerre civile. Le gouvernement ne vous attaquera pas. Il n'y aura de conflit que si vous êtes vous-même les agresseurs. Vous n'avez pas, vous, fait serment au ciel de détruire ce gouvernement, alors que j'ai, moi, juré solennellement de le préserver, de le protéger et de le défendre. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis, et devons le rester. Même si la passion a pu altérer les liens qui nous unissent, il ne faut pas qu'elle les rompe. Les harmonies mystiques de la mémoire, remontant de tous les champs de bataille et de la tombe de tous les patriotes, jusqu'à l'âme vivante et au foyer de chaque citoyen de ce vaste pays, sauront à nouveau faire retentir le cœur de notre union dès lors qu'agiront sur elle, comme je le pense, les meilleurs anges de notre nature. Mais les meilleurs anges évoqués par Lincoln n'étaient pas au rendez-vous. Et la guerre, de loin la plus meurtrière jamais vécue par les Américains, éclata quelques semaines plus tard, le 12 avril 1861, à l'initiative des sudistes de Caroline du Sud. Ce jour-là, l'attaque au canon contre Fort Sumter, forteresse fédérale située à l'entrée du port de Charleston, ne fit aucune victime. Il faudra cependant 4 ans de combats acharnés et la mort de plus de 600 000 soldats et civils américains pour que l'Union soit rétablie et le pays réunifié. Le dernier à mourir fut Lincoln lui-même, assassiné 5 jours après l'ultime bataille d'Appomattox, 9 avril 1865. Élu pour sauver l'Union, mort pour l'avoir préservée, le président Lincoln dut gouverner une Amérique en guerre contre elle-même, et sa fin tragique l'empêcha de donner sa mesure en temps de paix. 5 jours avant Appomattox et 10 jours avant de disparaître, le président, récemment réélu pour un second mandat et déjà assuré de la victoire du Nord, prononce son second discours d'investiture, un discours fraternel sur le thème de l'apaisement, de l'unité prochainement retrouvée et du refus de toute vengeance. Sans haine envers personne, charitable avec tous, ferme dans la recherche du bien pour autant que Dieu nous permette de discerner ce qu'est le bien, travaillons à achever la tâche où nous sommes engagés. Efforçons-nous de panser les plaies du pays et de tout faire pour instituer et chérir une paix juste et durable, entre nous-mêmes comme avec l'ensemble des nations. Premier président des États-Unis à être tombé sous les balles d'un assassin, Lincoln inaugura une singulière série qui, après lui, coûta la vie à 3 autres occupants de la Maison-Blanche. James Garfield, 19 septembre 1881, William McKinley, 14 septembre 1901, John F. Kennedy, 22 novembre 1963. À cette série de meurtres viennent s'ajouter les attentats manqués ou non mortels. Andrew Jackson, avant Lincoln, le 1er janvier 1835, Theodore Roosevelt, 14 octobre 1912, Franklin Roosevelt, 15 février 1933, Harry Truman, 1er novembre 1950, Gerald Ford, 5 et 22 septembre 1975, Ronald Reagan, 30 mars 1981, et la liste n'est pas close. Le 22 février 1861, au tout début de son mandat, alors qu'il se rendait à Washington pour son investiture, Lincoln lui-même, Lincoln déjà, fut informé qu'on redoutait l'éventualité d'un attentat contre lui à Baltimore. On le fit donc monter en secret dans un train spécial et il put sans encombre gagner la capitale. S'il fut 4 ans plus tard le premier président américain à être assassiné, Lincoln fut aussi le premier log cabin president, c'est-à-dire le premier hôte de la Maison-Blanche
à avoir vu le jour dans une cabane en rondin.